Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Ce lundi, ont débuté au Maroc les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. 189 pays, dont la Côte d'Ivoire, y sont représentés. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre Adama Coulibaly. Pendant une semaine, les délégations vont plancher, entre autres, sur l'inflation, le manque de financement. Le rapport des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation est disponible. Il a été mis en ligne par la ministre Mariatou Koné. Le document peut être consulté sur le site du ministère de l'Éducation nationale. C'est un rapport de 54 pages avec 42 réformes issues des consultations nationales. Incivisme routier, non-respect des feux tricolores, excès de vitesse, conduite à contresens, autant d'actes commis par certains livreurs sur nos routes, conséquences de nombreux accidents et des dégâts. L'imprudence des livreurs les expose au danger. Alors comment y remédier? L'appel est lancé dans ce 20h. Les tensions ne s'apaisent pas entre Israël et le Hamas. Le bilan s'est alourdi. Plus de 800 personnes ont été tuées du côté israélien et pas moins de 560 du côté du Hamas. 100 Israéliens sont faits prisonniers. Israël a annoncé un siège complet du territoire palestinien. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La liste des 33 sénateurs ivoiriens nommés par le président de la République, Alassane Ouattara, est connue. Le chef de l'État a procédé ce lundi à la signature du décret portant nomination des 33 sénateurs conformément à la Constitution. Nous allons voir la liste complète dans quelques instants. Et un communiqué qui vient de nous parvenir. Madame Amblard Marie-Elisabeth Viviane, épouse Zunon Kipré, doyenne d'âge, convoque mesdames et messieurs les sénateurs élus à l'issue du scrutin du 16 septembre 2023. Mesdames et messieurs les sénateurs nommés par décret du 9 octobre 2023 portant nomination du sénateur à la séance inaugurale de la deuxième législature du Sénat qui se tiendra le jeudi 12 octobre 2023 à 10h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Ordre du jour, élection du président du Sénat de la République de Côte d'Ivoire. Et le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle fait à Yamoussoukro le 9 octobre 2023. Le secrétaire général Touré Ousmane Samassi. Et je l'annonçais tantôt, la liste des 33 sénateurs ivoiriens nommés par le président de la République, Alassane Ouattara, a été dévoilée. Le chef de l'État a procédé aujourd'hui même à la signature du décret portant nomination de ces 33 sénateurs et conformément à la Constitution. Je vous propose de voir la liste complète avec Abou Sanogo. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 9 octobre 2023 à la signature d'un décret portant nomination des 33 sénateurs, conformément à l'article 87 de la Constitution. Ainsi sont nommés sénateurs M. Aka Kone, M. Bado Moussa, Mme Bamba Maïmouna, épouse Dosso, Mme Bamba Sogona, épouse Arnold, M. Benzem Kwame Christophe, Mme Kamara Kamisoko Kandia, M. Kofi Michel Benoît, M. Koulibaly Lassina, Mme Koulibaly Yao Madiara, épouse Koulibaly, Mme Da Silva Sylvia, épouse Anouma, Mme Delon, épouse Longue Catherine Suzanne, Mme Diaby Makani, Mme Diallo Amoué Nicole, M. Ewi Koutoua Bernard, M. Ekra Kwaku Antoine, Mme Gabala, épouse Daou Mariam, M. Kanou Mamadou, Mme Konaté Bindou, M. Konaté Lamine, M. Kwame Norbert, M. Kwasi Abounoua Jean, M. Kwasi Alomo Oufoué, Mme Koulibaly Mariam Fetegue, M. Ouattara Bakari, Mme Richmond Awa Komelin Eba Marie Irène, M. Sidibé Vali, Mme Soukoulé Kadi, épouse Kone, M. Tiakore Odje Joseph, M. Tompieux Zoé Augustin, M. Touré Bourama, M. Yassé Gabriel Joseph, M. Yapobi Jean-Désiré Lucien, Mme Zunon Kipré Ambla Viviane Elisabeth.
Et depuis vendredi dernier, tous les regards sont tournés vers le palais présidentiel. La Côte d'Ivoire est aussi en attente d'un nouveau gouvernement qui devrait être connu ces prochains jours. Aujourd'hui, vous venez de l'entendre, les 33 sénateurs nommés par le chef de l'État, Alassane Ouattara, ont été dévoilés. La liste du nouveau gouvernement est maintenant attendue. C'est donc une semaine de tous les suspens, nous dit Alexis Ouedraogo. C'était l'une des attentes de cette semaine. La nomination des 33 sénateurs désignés par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Alors que s'ouvre jeudi la rentrée de la Chambre haute du Parlement à Yamoussoukro, le communiqué de la présidence de la République ce lundi les dévoile. Sur les 33 nommés, 25 reconduits et 8 entrants. 17 hommes pour 14 femmes, dont 3 nouvelles. Une entrée significative, celle de Kandia Kamisoko Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement sortant. Une présence qui interroge sur l'éventualité d'une présidence au féminin au Sénat. Dr Sidiki Bamba de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody donne des pistes de compréhension. On s'est dit que Kandia Kamara y étant, c'est que nécessairement sa place sera libérée au niveau de son ministère. Bon, étant donné qu'elle était quand même dans un ministère régalien, est-ce que ce n'est pas une sorte de propulsion à un poste encore plus grand? Mais nous sommes en même temps dans la géopolitique. Ce serait peut-être, si jamais elle devient présidente du Sénat, la première femme ivoirienne présidente du Sénat, ce serait aussi bien. Ce serait en tout cas une belle récompense pour la loyauté d'une femme battante qui était toujours là, mais elle peut aussi être appelée à d'autres choses. Dans tous les cas, le président de la République rencontre ce mardi les sénateurs du RHDP. La fumée blanche sortira certainement au cours de séance inaugurale de la 2e législature du Sénat. À cette heure, reste donc la très attendue formation de la nouvelle équipe gouvernementale qui cristallise toutes les attentions. J'espère que ce nouveau gouvernement sera l'occasion de couvrir d'autres personnes suffisamment outillées pour que la Côte d'Ivoire poursuive sa progression. Au niveau aussi, je pense que politique, c'est de fusionner au moins, attendre au moins que l'opposition soit aussi représentative aussi dans ce gouvernement-là, pour qu'on puisse les entendre. Les regards restent tournés vers le palais présidentiel. Une semaine de tous les possibles, mais surtout de suspense. Et en attendant justement l'inspecteur général d'État a présidé en fin de semaine à la primature l'atelier de validation du plan stratégique 2024-2026 de l'inspection générale d'État, des travaux qui devraient permettre de retenir les actions prioritaires indispensables à l'atteinte des objectifs stratégiques du gouvernement. L'inspecteur général d'État a engagé ses collaborateurs à travailler à l'élaboration d'un chronogramme d'action pour en mesurer la performance. On retrouve Alexis Ouedraogo. Pour la période 2024-2026, l'inspection générale d'État veut renforcer sa contribution à l'amélioration de la gestion des ressources de l'État. Nous devons changer la physionomie de l'inspection générale des finances. Nous devons changer la physionomie des inspections générales des ministères. L'organe supérieur de contrôle administratif, d'audit, d'inspection et de promotion de la bonne gouvernance dans l'ordre administratif veut œuvrer à l'application optimale du cadre de gestion axé sur les résultats en suivi et évaluation des projets et programmes de développement. Que la performance commence chez nous. Ça veut dire que les objectifs que nous allons nous fixer, nous allons mettre les moyens pour les atteindre. Pour l'IGE, il s'agit d'incarner sur cette période une institution forte et performante, reconnue pour la qualité de son expertise. Nous partons pour Marrakech, au Maroc, où ont débuté ce lundi les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. 189 pays, dont la Côte d'Ivoire, y sont représentés. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre Adama Coulibaly. Et pendant une semaine, les experts et tous les autres participants vont plancher, entre autres, sur l'inflation, le manque de financement. Vous aurez le reportage de notre envoyé spécial au Maroc, Serge Kouléa, dans nos prochains journaux.
En ce mois d'octobre 2023, les automobilistes devront débourser un peu plus que d'habitude pour être servis en carburant. Une hausse a été faite sur le prix du litre du gasoil et de l'essence super sans plomb, une augmentation de 60 francs CFA. Mais cela n'aura pas d'incidence sur le prix des transports. L'annonce a été faite par le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire qui vient de se réunir, nous dit Dangui Dangui. Alors que les populations craignent une hausse du coût des transports après l'augmentation des prix du carburant le 1er octobre dernier, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire monte au créneau et rassure. Il n'y aura pas d'augmentation des prix du transport. Cette annonce a été faite mercredi lors de la cérémonie d'hommage des transporteurs au chef de l'État Alassane Ouattara. Après avoir eu tout ce qu'on a eu en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les transporteurs et les chauffeurs ne sont pas ingrats. Et ils ne seront pas ingrats. C'est pourquoi quand vous avez dit maintenez les prix à l'État, le temps qu'on voit les choses, voilà, c'est bon, c'est positif. À Touba, c'est calme. À Korogo, c'est calme. À Man, c'est calme. À Odjene, c'est calme. À Yamsoko, c'est calme. À Bidja, même où on dit on n'était pas sûr, là. Aujourd'hui, à plus de 80%, c'est appliqué. Le ministre des Transports de saluer cette décision des transporteurs et surtout cet hommage au mérite du président de la République. On se donne tous la main pour limiter un peu l'effet de toutes ces crises dehors, donc qui nous impactent. Et je voudrais vraiment vous remercier pour la façon dont on a fait ces négociations. On va continuer à travailler sur les charges qui pèsent sur vous, continuer à travailler pour baisser les charges qui pèsent sur vous, pour que vous puissiez investir dans la formation, que vous puissiez investir dans des véhicules. Depuis le 1er octobre dernier, le prix du super est passé de 815 francs à 875 francs et le gasoil de 655 à 715 francs. Sur nos routes, il faut mettre fin à l'incivisme, au non-respect des feux tricolores, à l'excès de vitesse, à la conduite à contresens. Ces actes sont commis malheureusement par certains livreurs. Conséquence de nombreux accidents et des dégâts. L'imprudence des livreurs les expose au danger. Mais comment y remédier? L'appel est lancé à plus de civisme sur la route, nous dit Raleigh Diomandi. La moto est encore en bas. Il a traîné ça depuis le stade là-bas jusqu'ici. La victime est sous bâche. En quittant sur la moto, étant en bas du camion, il y a un pneu qui a marché sur sa tête, ça a écrasé tout. La vie s'arrêtait ainsi brutalement pour Bro Valentin, livreur âgé de 34 ans, le 15 septembre 2023 sur le boulevard lagunaire du Plateau. Un décès qui porte à 6 le nombre de livreurs ayant trouvé la mort dans des accidents de la circulation cette année. Ces chiffres, avancés par la Fédération des acteurs de la livraison, mettent bien en évidence les risques liés à la pratique de cette activité en plein boom dans la capitale économique ivoirienne. Au quotidien, ces jeunes coursiers côtoient des milliers de véhicules en mouvement à Abidjan. Abidjan aussi, c'est pas facile de rouler au milieu des voitures. Quand on sort sur la voie là, c'est trop risqué. Quand il y a un accident, le propriétaire, lui, c'est sa moto avec sa recette qu'elle demande après. On n'est pas assuré. On n'est pas assuré. Donc nous-mêmes, là, on a été rouler là, notre vie est en danger. C'est Dieu qui nous protège, c'est tout. Sinon, il y a beaucoup de risques. Beaucoup de risques, mais visiblement loin de susciter la prudence et freiner l'incivisme chez certains livreurs. On les rencontre sur les grandes artères à vive allure, roulant à contresens. Parfois sans casque de protection, foulant aux pieds le respect du feu tricolore et donnant l'impression de faire une course contre la montre. Souvent, il y a des clients qui veulent les trucs rapidement, dans l'immédiat, quoi. Il faut aller vite, très vite. On a plusieurs communes à livrer. On a moins de temps. L'autre est dans l'autre commune, l'autre est là, il te presse. C'est une question de temps. Du coup, il faut la rapidité. Tu es obligé de faire rapidement pour avoir plus de clients et avoir aussi plus d'argent pour pouvoir gérer ton propriétaire. Outre les manquements au code de la route, bon nombre de livreurs exercent sans permis de conduire, ni assurance, encore moins de vignettes, à l'instar de Moussa et Kader. Je n'ai pas encore de permis parce que je n'ai pas encore les moyens pour financer mon permis.
Mais je me débrouille d'abord, si ça va, et je fais mon permis. Avant, quand tu avais une moto comme ça, peut-être on demandait assurance et vignette. Voilà. Mais maintenant, on demande assurance, vignette, carte grise. Et puis en tout cas, il y a plein de procédures. Donc, on va essayer de voir le prix pour que tout le monde soit en règle. L'attitude affichée aujourd'hui par ces coursiers sur les routes abidjanaises fait l'objet de vives critiques. Les livreurs ne respectent jamais les feux. Tu es au feu rouge, tu t'arrêtes et ils viennent. Ils vous dépassent et puis ils s'en vont. Et c'est ça qui provoque beaucoup d'accidents. Souvent même, tu es là à rouler, mais ils viennent couper devant toi. Si tu ne freines pas, ou bien tu ne fais pas attention à eux, tu seras obligé de les prendre. Les livreurs, ils roulent très mal. Je ne veux pas gâter le travail de quelqu'un, mais ils roulent très mal. Même avant-hier, il y a un livreur qui a failli me faire renverser. Ils sont indisciplinés, je pense. Ils sont indisciplinés. Tout le monde est en quête d'argent, mais en cherchant l'argent, il faut penser à soi-même et éventuellement aux autres. Ces critiques émises par les usagers sont d'ailleurs soutenues par l'OSER. L'Office de sécurité routière indique avoir enregistré pour l'année 2022 2132 accidents de la circulation au niveau des engins à deux roues, majoritairement constitués de livreurs. Et ces 2132 accidents ont occasionné 72 tués. Dans ces statistiques, on a constaté que les conflits les plus nombreux sont ceux qui se font entre les véhicules et les deux roues. Donc c'est l'occasion d'interpeller les automobilistes sur le rôle qu'ils ont à jouer pour pouvoir protéger les deux roues également, qui sont parmi les usagers vulnérables. Ce que nous voulons dire également aux livreurs, c'est de respecter le code de la route et notamment le feu tricolore, le feu rouge. Redorer le blason de la corporation et assainir le secteur de la livraison. Voici les défis que veut relever Ousmane Bamba, président de la Fédération des acteurs de la livraison de Côte d'Ivoire. Nous avons constaté que tout le monde aujourd'hui est devenu livreur. Parce que tous ceux qui rentrent aujourd'hui n'ont pas forcément une base pour exercer dans le secteur de la livraison aujourd'hui. Nous, on veut mettre des bases pour que aujourd'hui notre secteur d'activité soit de plus en plus professionnel. Christian Pléignon et ses amis, livreurs indépendants, eux ont fait de la sécurité et du professionnalisme des priorités depuis bien longtemps. En plus d'être couverts par une assurance, ils sont vêtus quotidiennement de leurs armures pour parer à toute éventualité. Quand j'ai voulu exercer mon métier, j'ai d'abord jugé bon d'acheter le matériel qu'il faut pour ma sécurité. Par exemple, là, j'ai acheté tout ça avant de commencer mon travail. Et vraiment, ici en sécurité, ici à l'aise quand je travaille. Quand un client me voit comme ça, il est rassuré, ça fait un. Et deuxièmement, vu le professionnalisme, tout le sérieux que je mets dans mon travail, lui-même ça le plaît aussi. Et moi j'ai des pouvoirs juste pour ça. Simon veut lui également exercer le métier de la livraison dans les règles de l'art. Depuis 2 semaines, il vient suivre des cours dans cette moto-école avec pour finalité l'obtention d'un permis de conduire. La livraison, c'est un métier que j'aimais beaucoup. Raison pour laquelle je veux beaucoup apprendre sur la moto, voilà, pour mieux exercer. Il est important de connaître les codes de la route parce que ça évite beaucoup de choses. Le code de la route, il est universel, il appartient aussi aux usagers de véhicules à 2 roues. Ce n'est pas un code qui est spécifique aux autres usagers, mais c'est tout le monde, tous ceux qui sont usagers de la route ont besoin de cette documentation, ont besoin de ces connaissances pour pouvoir faciliter leur circulation dans la vie et puis aussi pour assurer aussi leur sécurité. La Fédération des acteurs de la livraison de Côte d'Ivoire estime à 3000 le nombre de jeunes évoluant dans le secteur. Des statistiques qui montrent l'intérêt autour de cette activité, une activité qui a plus que jamais besoin d'être encadrée afin d'éviter les dérives. En 2022, au total 12 livreurs ont perdu la vie dans des conditions déplorables. Voilà, la vie est précieuse, prudence et vigilance sur les routes. C'était le reportage sur les livreurs exposés au danger, un reportage signé Khalil Diomondé. La collaboration entre la Bourse régionale des valeurs mobilières et la Bourse du Luxembourg se renforce. Les mécanismes de la finance durable, encore appelée finance verte, ont été échangés au cours de travaux entre les 2 institutions. Et il y avait au menu les formations et partage d'expériences, nous dit Léon Pro. La cloche a retenti sur le tintement conjoint des directeurs généraux de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières et de la Bourse de Luxembourg
donnant ainsi le coup d'envoi de l'éducation boursière. Ce tintement conjoint surtout la traduction de la coopération entre les deux places boursières dans la campagne pour une mobilisation accrue de capitaux. La BRVM mise sur la finance verte pour améliorer son rang dans le top 5 des bourses africaines. Sur les 10 dernières années, la capitalisation boursière de notre marché a quasiment doublé, passant de 4 000 milliards à 8 000 milliards de francs CFA. Et le nombre de sociétés cotées de 37 à 46. Nous avons une capitalisation de plus de 10 000 milliards pour le marché obligataire. Concrètement, la bourse sous-régionale mesure les défis du changement climatique et s'emploie à mobiliser des capitaux pour le financement de projets verts. Elle peut bénéficier de l'expérience de sa partenaire de Luxembourg, précurseur et leader mondial de la finance durable. Avec plus de 41 000 titres internationaux cotés, la Bourse de Luxembourg est la référence mondiale pour la cotation des titres obligataires internationaux. En dépit de la multiplication des projets et des initiatives qui visent à promouvoir une économie plus durable, les capitaux disponibles pour soutenir cette transition demeuraient totalement insuffisants. C'est ainsi qu'en 2016, nous avons créé la plateforme de référence exclusivement dédiée aux obligations durables. Également, première école mondiale de bourse verte, la Bourse de Luxembourg affiche à son agenda d'Abidjan 2 jours d'échange et de formation de la BRVM, notamment sur les mécanismes de la finance verte. Une visite de travail dans le cadre de la coopération entre les deux places boursières signée en 2022 et encouragée par l'autorité sous-régionale du marché des capitaux et l'État de Côte d'Ivoire. Une question importante dans ce 20h, comment accroître la production ivoirienne et combler le déficit de produits laitiers? Le gouvernement a décidé d'établir bassins laitiers, notamment à Marabadiassa et à Wongolo-Dougou. C'est dans ce cadre que le ministère des Ressources animales et halieutiques a remis une quarantaine de vaches gestantes importées du Brésil à 30 éleveurs. L'objectif est de réduire la dépendance à l'importation et créer des chaînes de valeur compétitives. L'enseigne Bakayoko. Alors que ses besoins de consommation culminent à 180 000 tonnes, la Côte d'Ivoire ne produit que 35 000 tonnes de lait. La dépendance aux importations représente près de 45 milliards de francs CFA. D'où la remise des 47 vaches de race Gerlando à 30 éleveurs de Marabadiassa et de Wongolo-Dougou, ainsi qu'aux autres acteurs du projet de développement et de promotion des produits laitiers pour lait basé à Nyoroningue. La particularité de ces vaches d'origine brésilienne dénommées Girolando, c'est des animaux qui s'adaptent à nos conditions climatiques et aussi qui s'adaptent à nos conditions aussi d'alimentation qui existent en Côte d'Ivoire, puisqu'il y a une similitude au niveau entre la Côte d'Ivoire et le Brésil au niveau de toutes ces conditionnalités-là. Et aussi au niveau de tout ce qui est résistance à nos maladies, c'est des animaux aussi. On peut compter ces animaux-là pour pouvoir tenir dans nos conditions particulières en matière d'élevage. Le potentiel de production quotidienne varie de 30 à 50 litres par génisse. C'est une manière vraiment de pouvoir aider les éleveurs, une manière aussi d'aider les Ivoiriens déjà à travers, je dirais, le fait de booster la production locale et le fait aussi de pouvoir mettre des aliments de qualité et aussi en quantité suffisante. La démarche adoptée pour concrétiser ce projet est la fourniture d'un bovin laitier pour chaque éleveur, l'équipement de 30 mini-fermes laitières, la formation et la structuration des groupes d'éleveurs. Et on se fixe aussi des objectifs au niveau du secteur éducatif. Justement, le rapport des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation est disponible. Il a été mis en ligne par la ministre Marietou Koné. Le document peut être consulté sur le site du ministère de l'Éducation nationale. C'est un rapport de 54 pages avec 42 réformes issues des consultations nationales. C'est Forazegui. En un clic, Marietou Koné met en ligne ce document de 54 pages contenant les 42 réformes issues des consultations nationales Eugéna.
Adoptées en Conseil des ministres le 3 mai 2023, les conclusions du rapport des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation sont désormais consultables en ligne. Dans l'urgence, certaines mesures issues des EGENA sont déjà exécutées, notamment la restauration de la dictée et le rétablissement des coefficients par discipline dès le premier cycle. La première réforme prioritaire qui a été mise en avant, c'est l'amélioration des apprentissages fondamentaux, c'est-à-dire faire en sorte que chaque enfant qui rentre dans le cycle préscolaire primaire puisse avoir les compétences en lecture, en mathématiques. Il y a également la question de la réforme de la condition enseignante. L'autre aspect, c'est faire en sorte que la digitalisation soit au cœur de la transformation. Le rapport de synthèse des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation est désormais la feuille de route du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Nous disposons dorénavant d'une boussole qui nous aidera à la construction d'un nouveau pacte social durable en faveur d'une école ivoirienne performante, centrée sur la réussite des élèves et l'appropriation des valeurs de la République. Certaines réformes nécessiteront un calendrier de travail avec les acteurs impliqués pour des questions sectorielles ou catégorielles. Mais toujours est-il que les grandes orientations sont contenues dans les présentes réformes. Le rapport est consultable en ligne et téléchargeable sur le site internet www.education.gouv.ci. La formation éclaire. Justement, le centre de service civique de Bouaké a ouvert ses portes à 150 jeunes filles sélectionnées à travers le pays pour une formation de 9 mois. Et à terme, elles pourront s'insérer dans la vie active à travers des opportunités professionnelles contenues dans leur formation. Et nous dit Kader Sogodogo. Elles sont en tenue de sport et soumises à quelques exercices par des encadreurs. Elles sont au nombre de 150, toutes sélectionnées par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique pour intégrer le service civique d'action pour le développement, SCAD, qui se présente comme une solution à la problématique des jeunes filles en situation de vulnérabilité. L'idée, c'est de faire en sorte que ces 300 jeunes filles et jeunes garçons puissent bénéficier de l'encadrement civique et citoyen sur ces différents centres de services civiques-là et que nous puissions faciliter leur insertion socio-professionnelle. Parce que l'objectif in fine que nous avons, c'est de faire en sorte de pouvoir autonomiser ces jeunes gens, c'est de pouvoir autonomiser ces jeunes filles. Des jeunes filles au centre civique de Bouaké 1 qui saisissent cette autre opportunité offerte par le gouvernement. Je faisais la vente en ligne, j'étais dans l'entrepreneuriat. On m'a dit qu'on fait des formations ici. Moi, je souhaiterais être une pâtissière. 3 mois de formation initiale et 6 mois de stage sur le terrain avec au bout des aptitudes en esthétique, cosmétique, boulangerie-pâtisserie et en couture. Donc, durant ces 3 mois, ils séjourneront sur les différents centres de services civiques pour ces différents apprentissages. Et à la fin des 3 mois, ils auront 6 mois de stage pour parfaire ce qu'ils auront commencé à apprendre sur les différents centres de services civiques. Cette rentrée concerne également Bembresso, avec 150 garçons dans des domaines comme la mécanique, la maçonnerie et la sécurité. Et plus loin, à Dakar, au Sénégal, plus de 500 experts en médecine et en pharmacie sont réunis présentement pour le Forum Galien Afrique, une rencontre continentale pour plancher sur les problèmes de santé des populations africaines afin de proposer des solutions. Le thème de cette édition porte sur les maladies non transmissibles. Mamadou Kouassi, envoyé spécial au Sénégal. C'est parti pour la 6e édition du Forum Galien Afrique. Pendant 5 jours, Dakar est la capitale africaine de la santé, de la recherche, de l'innovation et du leadership des femmes et des jeunes. Plus de 3000 participants, dont 500 présentiels, prennent part à ce rendez-vous de Dakar. À cette 6e édition, l'accent est mis sur les maladies non transmissibles, d'où le thème « Les maladies non transmissibles, l'Afrique en lutte ». Les maladies non transmissibles sont de plus en plus nombreuses, comme l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies respiratoires et autres. C'est dire donc que c'est un grand problème et tous les investissements que nous faisons pour pouvoir prendre en charge les malades
ne suffiront jamais. Quand vous dialysez 1000 personnes, il y en a 2000 qui attendent. Ce qui fait qu'il faut qu'on travaille sur la prévention. Les populations ont tendance à manger trop gras, trop salé et trop sucré. Ce sont ces principaux déterminants qui exposent les populations africaines à développer ces maladies. Une forte délégation ivoirienne participe à ce rendez-vous, notamment des pharmaciens, des cliniciens, des jeunes et des universitaires pour partager l'expérience ivoirienne. Et le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on manque d'informations pour le suivi de ce patient. Il faut associer les nouvelles technologies à cette lutte aujourd'hui. Mais pour pouvoir associer les nouvelles technologies, il faut avoir de la donnée, il faut collecter des informations sur le patient. Le Premier ministre sénégalais, représentant le chef de l'État, se félicite de l'engagement des Africains. Les maladies non transmissibles constituent avec les maladies infectieuses un double fardeau pour les populations africaines. Elles rendent encore plus fragile nos systèmes de santé et retardent notre développement. Le forum est pour moi le lieu de proposer des stratégies adaptées à nos pays et à notre contexte pour lutter efficacement contre cette tueuse silencieuse. C'est pourquoi j'en appelle à la mobilisation de tous les acteurs et de tous les secteurs de développement pour la lutte contre les maladies non transmissibles. Les prix Galien Afrique, dont le docteur Raymond Goudou Kofi en est la présidente du jury, seront remis au terme de ce forum par le président de la République du Sénégal, Macky Sall. Et sur place ici à Abidjan, les épreuves écrites pour le concours d'entrée à l'école de magistrature ont débuté le samedi dernier et cette année, plus de 2000 candidats prennent part à ce concours direct d'entrée à l'école de magistrature qui est marqué par une épreuve de présélection. Michel Mambo nous explique. Ils sont 2039 candidats à frapper cette année aux portes de l'école de la magistrature. Des candidats face à leur copie ce dimanche 8 octobre au lycée classique d'Abidjan-Cocody pour le test de présélection. C'est une innovation puisque depuis que ce concours existe, il n'y a jamais eu de présélection. Mais depuis le changement du statut de la magistrature pour rentrer dans la politique de l'excellence de M. le Président de la République, on a voulu sélectionner les candidats pour prendre les meilleurs qui vont maintenant présenter le concours. La veille, 7 octobre, même exercice pour le directeur général de l'Institut national de formation judiciaire, Marie-Léonard Libri, qui était également sur place pour galvaniser et donner les conseils d'usage aux candidats au concours professionnel d'accès au cycle de formation et aux emplois de l'école des greffes, l'école du personnel pénitentiaire et l'école du personnel de protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Des candidats détendus pour la plupart. J'espère que la chance sera de mon côté. Ce n'est pas vrai, c'est un concours professionnel. J'ai déjà le pain. C'est le beurre maintenant que je cherche. Les candidats qui auront passé avec succès le test de présélection subiront les épreuves écrites d'admissibilité du 1er au 5 novembre prochain. Et on souhaite le succès à tous les candidats. Le reportage a été réalisé par Michel Mambo et Franck Quadio. Les meilleurs à la fonction publique seront aussi reconnus le 1er décembre prochain. Il s'agit du meilleur directeur des ressources humaines, le meilleur directeur régional et le meilleur agent de la fonction publique. C'est la seconde édition de cette célébration du mérite et de l'émulation pour un service au public de qualité. L'annonce a été faite par le directeur général de la fonction publique. Il était face à la presse, on nous dit Franck Quadio. 1er décembre 2022, les meilleurs directeurs des ressources humaines et les meilleurs directeurs régionaux de la fonction publique sont célébrés par la tutelle. Ce sont les Awards de la fonction publique, première édition. Ce concept initié par l'autorité de tutelle et qui a un objectif certain. L'édition 2023, c'est donc pour le 1er décembre. L'annonce est faite par le directeur général de la fonction publique au nom de la ministre Anne-Désirée Oloto. À travers cette activité, nous renforçons notre engagement envers le service public de qualité et nous inspirons les générations futures de fonctionnaires à donner le meilleur d'eux-mêmes. De manière pratique, il s'agit d'une distinction qui récompensera 3 meilleurs de chaque catégorie. Il y aura donc 3 catégories, mettant ici en lumière les réalisations exceptionnelles qui contribuent à l'amélioration
service public. Des innovations sont relevées. Les meilleurs agents du ministère de la fonction publique avec en prime la valorisation des acteurs des médias œuvrant objectivement à la promotion de la qualité du service public. Des distinctions qui obéissent à des critères objectifs. Pour cette seconde édition des Awards de la fonction publique, les candidats seront soumis à l'évaluation du jury sur la base de la conduite de leur mission, mais aussi par des acteurs qui sont les préfets de région, leurs supérieurs hiérarchiques et les fonctionnaires et agents de l'État dont ils gèrent la carrière. Ils seront donc 9 agents de la fonction publique en décembre prochain dans les catégories or, argent et bronze à être mis sous le feu des projecteurs. Et en sport, taekwondo, rude, échec font honneur à la Côte d'Ivoire, notre pays. La taekwondoïste ivoirienne, dans une finale acharnée, a su classer ses adversaires avec une performance exceptionnelle hier dimanche. Et de son côté, le champion du monde de plus de 87 kg, Cissé Cheikh Salah, qui a remporté la médaille d'or au Grand Prix de Paris en France et a obtenu 60 points, a assuré sa qualification pour les Jeux olympiques Paris 2024. Au Libéria, demain 10 octobre, auront lieu les élections générales, scrutin durant lequel le président du pays, George Weah, briguera un second mandat. Face à lui, il y a 19 autres candidats et tous se sont largement investis pour séduire les électeurs lors de cette longue campagne électorale. Notez que la campagne a démarré le 5 août dernier et a pris fin hier à minuit. Plus de 2 400 000 électeurs seront notamment appelés à voter pour un nouveau président. Et les armes, malheureusement, qui crépitent toujours dans la bande de Gaza, Israël et le Hamas s'affrontent depuis samedi. Le bilan s'est alourdi. Plus de 800 personnes ont été tuées du côté israélien et pas moins de 560 du côté du Hamas. 100 Israéliens, des civils et des militaires ont été pris en otage par la branche armée du Hamas. En riposte, Israël, qui mène des frappes aériennes sur la bande de Gaza, a annoncé un siège complet du territoire palestinien. Que la paix règne partout dans le monde. Fin de ce 20h, mais ne décrochez surtout pas, parce que juste après ce journal, la RTI vous propose votre émission La Côte d'Ivoire en marche, consacrée au programme d'urgence du secteur de l'agriculture. Et ce programme a été lancé en 2020, c'était pendant le Covid-19. Le projet consiste à donner des moyens aux populations pour faire du maraîcher et de la culture vivrière. Suivez La Côte d'Ivoire en marche, émission présentée par Delphine Blas dans une réalisation de Cissé Images. Très belle soirée sur RTI 1 et moi je vous retrouve avec le même plaisir demain 20h.